le 1er janvier, la porte du géant asiatique est fermée à 24 catégories de déchets solides. Parmi ces derniers, certains plastiques, papier et textiles. Mettant en avant des motifs écologiques, Pékin a annoncé cette mesure 6 mois plus tôt. Pour le directeur du Bureau international du recyclage basé à Bruxelles, cette nouvelle est un véritable séisme. En effet, ce remodelage du marché planétaire des déchets est problématique pour les industriels américains et européens. Ceux-ci sont habitués à voir une Chine avide de matières premières absorber la majeure partie de leurs déchets pour les recycler. Comme scénario catastrophe, la perspective que ces déchets soient incinérés ou placés en décharge. L'impact immédiat va être dévastateur. Les exportations mondiales de papier vers la Chine pourraient plonger d'un quart et celles de plastique s'effondrer de 80% en 2 ans, passant de 7,35 millions de tonnes à 1,5 million de tonnes. Un couteau à double tranchant, l'interdiction de Pékin pose aussi un épineux problème aux entreprises chinoises du recyclage, celles-ci étant extrêmement dépendantes des déchets occidentaux. Les lectures de fines particules nuisibles connues sous le nom de PM2,5 ont atteint lundi en Chine une concentration moyenne de 198 microgrammes par mètre cube. La qualité de l'air à Hong Kong a été classée comme malsaine sur l'indice mondial. L'Organisation mondiale de la santé recommande une exposition maximale moyenne de 25 microgrammes par mètre cube sur une période de 24 heures. La célèbre ligne d'horizon de Hong Kong a été engloutie dans le smog avec des résidents invités à rester à l'intérieur. C'est un peu sale. Quand on est dans la ville, entre les tours, pour faire les magasins, ça va. Il y a du soleil, il y a de l'ombre, parce que les tours sont hautes. Mais après, on a pris le ferry et on était vraiment impressionnés. Maintenant, on la voit très bien. On peut à peine voir les montagnes et ma gorge devient un peu burk. Ça arrive au printemps, mais aujourd'hui, c'est vraiment fort. Je n'aime pas ça. L'air n'est pas propre et les gens qui ont des problèmes respiratoires, de l'asthme, ce n'est pas bon pour eux. Je ne m'attendais pas à voir ce type de pollution ici. Je pensais que ça serait propre et chouette, mais non. Mais alors que l'air âcre entourait les gratte-ciel de la ville, le gouvernement a déclaré que la pollution à Hong Kong était plus élevée que la normale et que le risque pour la santé était très élevé. Les écoles ont été invitées à prendre des mesures appropriées pour protéger la santé des élèves. Ces migrants ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël. Faute de quoi, ils seront emprisonnés pour une durée indéterminée. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 38 000 personnes sont concernées, en majorité des Érythréens et des Soudanais. Les migrants qui accepteront de partir se verront remettre un billet d'avion et près de 3 000 €. Un certain nombre d'Érythréens qui ont été expulsés vers le Rwanda continuent d'essayer de se rendre en Libye. Des personnes ont été tuées et un certain nombre de personnes ont été jetées à la mer. Nous voulons dire que nous avons déjà mené un voyage très difficile et un certain nombre de personnes ont été torturées dans le Sinaï et dans d'autres régions. Nous avons donc besoin de sécurité jusqu'à ce que nous résolvions nos problèmes. Le gouvernement d'Israël ne devrait pas nous renvoyer à l'endroit où nous avons déjà perdu beaucoup de monde. Le régime érythréen a été accusé par l'ONU de crimes contre l'humanité, généralisés et systématiques. Quant au Soudan, son président Omar el-Béchir fait l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre l'humanité et génocide. Selon des ONG israéliennes soutenant les migrants, Israël a ainsi signé des accords avec des pays tiers, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, qui doivent accueillir les migrants volontaires. Après la date du 1er mars, il sera encore possible pour ces personnes de quitter volontairement Israël, mais une somme inférieure leur sera remise. Ceux qui refuseront seront emprisonnés, a prévenu le ministère de l'Intérieur.
Carles Puigdemont a souhaité mardi pouvoir rentrer en Espagne sans risquer une incarcération. L'indépendantiste tient à défendre sa candidature à la présidence de la Catalogne malgré la promesse de Madrid de l'arrêter. Puigdemont a invité tout le monde à faire un effort pour permettre le retour à la normale en Catalogne, écrasée selon lui depuis la mise sous tutelle de la région par Madrid le 27 octobre. C'est pourquoi mon intention dans les prochains jours, c'est de contribuer à la restauration démocratique qui permettra de respecter le résultat des urnes. Le meilleur signal en ce moment serait que je puisse rentrer sans aucun risque pour faire face au débat parlementaire que veulent nos concitoyens. Cela serait une bonne nouvelle, non seulement pour la Catalogne, mais aussi pour l'Espagne. Sería también una buena noticia para España. Et le candidat officiel des deux grandes formations séparatistes reste Carles Puigdemont, même si Madrid menace de bloquer son investiture devant la Cour constitutionnelle. Il appartient désormais au Parlement catalan de voter sur cette candidature avant la fin du mois. Mercredi, Carles Puigdemont recevra la visite à Bruxelles du président du Parlement catalan, Roger Torrent, qui doit aussi s'entretenir avec les 4 autres élus indépendantistes partis à Bruxelles peu avant leur inculpation, fin octobre. Son appel a été entendu. Le militant pro-démocratie Joshua Wong a été libéré sous caution mardi à Hong Kong. Le jeune homme avait été condamné à une peine de prison pour son rôle dans la révolte des parapluies en 2014, dont il était devenu le visage. Il a été libéré sous caution après qu'un juge eut reconnu qu'il disposait de la base juridique nécessaire pour faire appel. Il y a beaucoup de restrictions, mais je pense que je m'attends à retourner en prison dans quelques mois ou un semestre peut-être. Ça sera un repli ou le moment pour nous de nous équiper pour nous battre pour un avenir meilleur à Hong Kong. Des hauts et des bas, l'incertitude, ça semble être devenu la normale sous la répression d'un gouvernement autoritaire. J'espère qu'à l'avenir, peu importe combien de temps je passe en prison, nous pourrons encourager les gens à Hong Kong et à travers le monde à soutenir le mouvement démocratique à Hong Kong. Raphaël Wong, un autre militant démocrate, condamné parallèlement à 4 mois et demi de prison, s'est vu refuser une libération sous caution car le juge a estimé qu'il n'existait pas de base juridique pour un appel dans son cas. Plusieurs barrières et forces de sécurité étaient visibles mercredi devant la cour brésilienne. 3 juges étant chargés de trancher sur une condamnation à près de 10 ans de prison pour corruption. Le jugement en appel de l'ex-président brésilien Lula a débuté mercredi. Condamné à près de 10 ans de prison en première instance pour corruption et blanchiment, Luis Inácio Lula da Silva pourrait se voir empêché de se présenter à la présidentielle d'octobre, pour laquelle il est le grand favori. L'ancien président Luis Inácio Lula da Silva a encouragé mercredi ses partisans réunis pour regarder le procès en appel qui déterminera le futur politique de l'ex-leader. Je suis extrêmement tranquille et je suis conscient de ce qui se passe au Brésil et je suis absolument certain de n'avoir commis aucun crime. Je peux vous dire que ceux qui m'ont jugé auront la conscience moins tranquille que la mienne. Pour nous, ce n'est pas un jugement. On voit ça comme une persécution politique. Donc on est là avec l'espoir que notre président soit absous pour continuer le projet politique du pays, pour qu'il puisse être candidat et élu à nouveau. Une confirmation de la condamnation à l'unanimité des 3 juges pourrait restreindre les options de recours des avocats de Lula. Sur le plan pénal, l'ancien président peut tout aussi bien être relaxé, même si cette dernière option reste assez improbable dans l'immédiat. Le Brésil tout entier retenait son souffle mercredi en attendant cette décision cruciale pour l'avenir du pays. L'État de Rio Grande do Sul
a mobilisé d'importantes forces de maintien de l'ordre et des hélicoptères autour du procès, suivis par quelques 300 journalistes brésiliens et étrangers. Bras de fer entre Madrid et la Catalogne. Le gouvernement espagnol a ordonné à la représentation de la région de Catalogne à Bruxelles de ne pas permettre la réunion prévue mercredi entre l'indépendantiste Carles Puigdemont et le président du Parlement catalan. En effet, des instructions à la déléguée de l'exécutif catalan à Bruxelles ont été données afin qu'elle ne permette pas cette réunion dans les locaux de la délégation de Catalogne à Bruxelles. La réunion devait être suivie d'une conférence de presse, mais elle a finalement été déplacée dans d'autres locaux. Le président Puigdemont a tous les droits, tout comme tout autre député, à être investi. Il est officiellement le candidat pour ce débat d'investiture aujourd'hui. Nous avons parlé de l'investiture. Il n'a pas exclu la possibilité qu'il soit présent dans le débat d'investiture. Si l'État espagnol comprend enfin que la meilleure chose à faire est d'assurer que le débat ait lieu normalement, je pense qu'il aura fait un pas de géant en ce qui concerne le retour à la démocratie. Roger Torrent, président indépendantiste du Parlement catalan, s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer le président destitué, Carles Puigdemont, et 4 autres députés séparatistes. Cette situation se présente alors que Carles Puigdemont est à ce stade le seul candidat à la présidence de la Catalogne. S'il reste en Belgique, l'homme devra être investi à distance, ce que les services juridiques du Parlement jugent illégal, tout comme l'opposition aux indépendantistes. Madrid a promis de contester un tel procédé devant la Cour constitutionnelle, mais il risque une arrestation s'il rentre en Espagne dans le cadre de poursuites pour rébellion, sédition et malversation de fonds en lien avec la tentative d'indépendance. Ils n'ont jamais vu la neige, ils ont froid et sont fatigués. Mais Cissé et Ibrahim en rêvent depuis qu'ils sont arrivés en Italie en provenance de Libye, passer en France. Comme beaucoup de migrants, ils tentent le col de l'Échelle, 6 km de route de montagne non déneigée à partir de Bardonecchia à la frontière. Mais après seulement quelques centaines de mètres, ils jettent l'éponge. Retour à la case départ, la gare de Bardonecchia. Ici, on voit arriver plusieurs dizaines de migrants chaque semaine. Plat chaud, lit de camp, la petite station de ski s'est organisée face à l'afflux. Nous leur conseillons clairement de ne pas entreprendre ce voyage, car c'est dangereux. Il fait froid, il y a vraiment beaucoup de neige. Certains nous disent qu'ils ont traversé le désert, donc ils ne vont pas s'arrêter devant une montagne. Mohamed, lui, s'est ravisé. Il a vu certains de ses compagnons d'infortune amputés des mains, car elles avaient gelé. Je ne vais pas me faire comme ça. Pourquoi c'est dangereux? Tu vas marcher avec Navicella, tu vas partir à Paris. Toi, tu as trouvé un problème avec ton pied. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir cadeau. Ça, c'est pas bon. Impossible de monter à bord des trains. Les contrôles sont omniprésents. Pas plus de chance avec les bus. Muni d'un billet pour Paris, Mohamed a été arrêté au tunnel du Fréjus, puis reconduit ici par la police aux frontières françaises. On demande d'asile en Italie, donc il reste en Italie. Oui, c'est pas correct, alors, hein. Officiellement, pas de victimes à déplorer jusqu'à présent, mais les secours et les ONG sont sur le qui-vive. Des affiches ont été placardées partout et dans toutes les langues pour tenter de décourager les candidats à la traversée.